Bonsoir à tous et bienvenue sur IA1 pour cette grande soirée où ensemble nous allons retracer les actualités qui ont marqué cette année 2023 entre la réforme des retraites, l'affaire Naël, la guerre entre Israël et le Hamas ou encore plus récemment la mort de Thomas, 16 ans, à Crépol. 2023 aura été une année riche d'informations. Ce que je vous propose, c'est que nous démarrons maintenant. Une année qui a été marquée par la réforme des retraites proposée par le gouvernement et portée notamment par la première ministre Elisabeth Borne, dont la principale mesure était le report de l'âge légal de départ d'ici 2030 de 62 à 64 ans. Une nouvelle réforme qui a commencé à s'installer en France depuis ce 1er septembre. En début d'année, on s'en souvient, cette réforme avait provoqué plusieurs semaines de colère intense dans le pays, avec de nombreuses grèves et manifestations dans le pays, comme nous le montre ce reportage. En début d'année, un sujet majeur était au cœur de l'actualité, la nouvelle réforme sur les retraites proposée par Emmanuel Macron lors de sa campagne en 2022 et portée par le gouvernement d'Elisabeth Borne, avec comme principale mesure le report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Lors de sa campagne, le chef de l'État a d'abord proposé un âge de départ à 65 ans. Finalement, l'âge fixé a été de 64 ans d'ici 2030. Les premiers concernés sont les personnes nées en septembre 1961. Concernant son adoption le 16 mars, la première ministre Elisabeth Borne a utilisé l'article 49 alinéa 3 de la Constitution et a engagé la responsabilité de son gouvernement concernant le projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale qui inclut la nouvelle réforme sur les retraites. C'est sur votre réforme, sur le texte du Parlement, fruit d'un compromis entre les deux assemblées, que je suis prête à engager ma responsabilité. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023, modifié par l'amendement de coordination communiqué à l'Assemblée nationale. Dans quelques jours, je n'en doute pas, à l'engagement de la responsabilité du gouvernement répondront une ou plusieurs motions de censure. Un vote aura donc bien lieu comme il se doit. Et c'est donc la démocratie parlementaire qui aura le dernier mot. Juste après le déclenchement de l'article 49.3, plusieurs motions de censure avaient été déposées. Mais la motion du groupe Lyot a, elle, failli faire tomber le gouvernement à 9 voix près, puisqu'elle a recueilli 278 voix sur une majorité de 287. Voici le résultat du scrutin. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure, soit la majorité absolue des membres composant cette Assemblée, 287, pour l'adoption, 278. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. Celle du Rassemblement national a recueilli 94 voix. L'Assemblée nationale, qui a donc adopté cette réforme des retraites, qui est entrée en vigueur le 1er septembre dernier. Mais cette réforme avait provoqué une colère sociale historique depuis de très nombreuses années dans le pays, avec plusieurs rassemblements qui ont eu lieu dans toute la France. Le 19 janvier 2023, une première journée de grève avait été organisée, impactant ainsi notamment les transports en commun ou encore les établissements scolaires. Plusieurs manifestations ont également eu lieu dans le pays, comme à Strasbourg, Caen, Lille ou encore Paris, réunissant, d'après les chiffres du ministère de l'Intérieur, plus d'1 012 000 personnes qui ont manifesté ce 19 janvier. Dans la capitale, ce sont 80 000 manifestants qui se sont réunis. Des tensions avaient par la suite éclaté. 2 semaines plus tard, le 31 janvier, une seconde journée noire a eu lieu dans le pays. De nouveaux rassemblements avaient eu lieu. Ils étaient beaucoup plus suivis qu'il y a 2 semaines dans toute la France. En tout, 1 027 000 manifestants se sont réunis d'après les chiffres du ministère de l'Intérieur. La CGT,
parle, elle, d'un chiffre de 2 800 000 manifestants. Par la suite, une dizaine de journées de grève et de rassemblements contre la réforme des retraites avaient eu lieu dans le pays jusqu'au mois de juin. Je vous propose à présent de parler du projet de loi immigration du gouvernement qui a beaucoup fait parler de lui ces derniers jours. Le 11 décembre dernier, une motion de rejet avait été adoptée à l'Assemblée nationale avec 270 voix pour et 265 contre le rejet. Après cet échec, le gouvernement a opté pour une commission mixte paritaire de 7 députés et 7 sénateurs qui s'est réunie lundi dernier. Un accord a par la suite été trouvé. Le projet est repassé au Sénat qui, sans surprise, l'a adopté avec 384 voix pour et 115 voix contre. Et puis en fin de soirée, à l'Assemblée nationale qui a également voté pour avec 349 voix et 186 personnes contre ce projet de loi. La majorité qui était divisée, 60 députés n'ont pas voté pour ce texte et un ministre, le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, a démissionné à la suite de ceci, comme nous le montre cet extrait du journal de 20h de mercredi dernier. Après qu'un accord a été trouvé ce mardi lors de la commission mixte paritaire réunissant 7 députés et 7 sénateurs, le projet de loi immigration est passé au Sénat qui, sans surprise, l'a adopté. Et puis en fin de soirée à l'Assemblée nationale qui, elle aussi, a largement voté pour, avec 349 voix et 186 voix contre. Malgré le fait que la majorité présidentielle était divisée hier soir, plusieurs députés n'ont pas voté le texte qu'ils jugent trop sévère. Je vous propose de regarder ce vote depuis l'Assemblée nationale. Je vais mettre aux voix le projet de loi tel qu'il est issu de la commission mixte paritaire. Je vous demande de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 573, exprimé 535, majorité 268, pour 349, contre 186. L'Assemblée nationale a adopté. Le chef de l'État Emmanuel Macron qui a décidé de s'exprimer devant les Français ce soir dans le talk-show C'est à vous sur France 5 depuis le Palais de l'Élysée après l'adoption donc en fin de soirée de ce projet de loi immigration à l'Assemblée. Je vous propose d'écouter le chef de l'État. Cette loi, je le disais, c'est pour moi le bouclier qui nous manquait. Et cette loi, il faut la regarder d'ailleurs avec son complément européen qui est les décisions qui ont été prises ce matin par l'Europe, le Parlement, la Commission, le Conseil européen, qui sont nées d'ailleurs sous la présidence française en début 2022 et qui nous permettent de mieux protéger les frontières européennes, mieux enregistrer, améliorer la coopération entre nos polices. Pacte immigration et asile. Exactement, et permettre de raccompagner beaucoup plus rapidement et simplement les gens. Mais regardez la situation du pays. Nous sommes un pays qui a toujours accueilli et qui continuera d'accueillir. Mais non, le projet de départ, je le dis, la Première ministre a eu l'occasion de le dire, le projet de départ, il aurait été lui aussi censuré par le Conseil constitutionnel. Ce qui va être le cas peut-être d'une bonne partie du... Oui, on va y venir, mais d'ailleurs, moi-même, je vais faire le recours. Et donc, ce texte qui sort, il est le fruit de ce compromis. Est-ce que c'est le texte du gouvernement? Celui que vous souhaitiez, non? Évidemment que non. Donc, il y a des choses qui me... Je ne vais pas vous dire que je saute au plafond, que je les trouve formidables, ces choses. Il y a des choses qui, derrière... Par exemple la caution demandée, honnêtement, aux étudiants étrangers, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Ce midi, pendant le compte-rendu du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a confirmé le fait que le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, a déposé sa démission à Elisabeth Borne, qu'il a acceptée après son opposition au texte sur la loi immigration. Il est remplacé par la ministre déléguée de l'Organisation territoriale et des professions de santé, Agnès Firmin-Lebaudot. Par ailleurs, hier, d'autres membres de l'aile gauche du gouvernement avaient menacé de démissionner après leur opposition face à ce texte. Juste après l'adoption de la loi immigration, les réactions politiques se sont enchaînées sur les réseaux sociaux. La chef du gouvernement, Elisabeth Borne, rappelle, je cite, que ce texte est nécessaire, utile et attendu par les Français. Elle parle également d'une manœuvre du Rassemblement national qui a échoué. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui parle lui d'un texte fort et ferme. Marine Le Pen parle d'un petit pas sur ce projet de loi. Quant au chef de file de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, dit une adoption écœurante de ce texte. La secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, appelle à la désobéissance civile et souhaite des rassemblements majeurs contre le projet de loi immigration qui a été adopté mardi soir au Sénat et à l'Assemblée nationale. Pour l'heure, aucune date n'a été fixée. Je vous propose de l'écouter sur RMC dans Apolline Matin.
Cette loi, donc, elle remet en cause en profondeur tous nos principes républicains. La CGT appelle à la désobéissance civile et à la multiplication d'actions de résistance contre cette loi. La CGT a la volonté de faire en sorte qu'il y ait des initiatives d'ampleur pour permettre à toutes celles et ceux qui ne se reconnaissent pas dans cette France lepénisée de montrer leur mobilisation, leur détermination à faire respecter les valeurs de solidarité, ce qui a écrit sur le fronton de nos mairies, liberté, égalité, fraternité, qui est aujourd'hui piétiné par cette loi d'extrême droite. Juste après l'adoption de cette loi immigration, une trentaine de départements dont la ville de Paris dénoncent un texte indigne et révoltant. Ils ont d'ores et déjà annoncé et refusé d'appliquer certaines mesures de ce texte, comme le durcissement de versement de l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie, alors qu'il est plus d'1 million de personnes de plus de 60 ans perçoivent cette aide. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel qui va examiner ce texte après avoir été saisi par le chef de l'État. Je vous propose à présent de parler de l'article 49.3 qui a été utilisé à l'heure où je vous parle, et je dis bien à l'heure où je vous parle 23 fois par la première ministre Elisabeth Borne, et pour battre le record tenu par Michel Rocard sous la présidence de François Mitterrand qui est de 28 49.3, Elisabeth Borne doit l'utiliser encore 5 fois. Alors nous avons décidé que sous le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité du média IA1 pour élire Elisabeth Borne, Miss 49.3 du 21e siècle. Je vous remercie et un grand bravo à elle. Bravo Elisabeth Borne, c'est tout à fait mérité. Hein. Bon. Voilà. Allez, à présent, notre sujet qui a marqué les Français cette année 2023, c'est l'inflation qui est pour le moment, et c'est une bonne nouvelle, en baisse au mois de novembre avec 3,8% contre 4,5% un mois plus tôt en octobre. L'inflation qui se stabilise donc, et c'est une très très bonne nouvelle, en espérant que cela va continuer pour le porte-monnaie après les chiffres de ces derniers mois. Excusez-moi. Et voilà donc pour ce sujet à l'international et plus particulièrement au Proche-Orient, la guerre qui a débuté le 7 octobre dernier entre Israël et le Hamas, dont le bilan à l'heure où je vous parle est lourd. Il fait état de plus de 1200 morts côté israélien. Excusez-moi. 1200 morts côté israélien, côté palestinien, le cap des 20 000 morts a été franchi, plus de 5 000 enfants qui ont perdu la vie. Une trêve de 6 jours a eu lieu à la fin du mois de novembre, on s'en souvient, mais alors les combats ont repris et se font rage, revenons sur tout ce qui s'est passé depuis plus de 2 mois dans ce reportage. Un conflit israélo-palestinien qu'on savait très tendu au Proche-Orient depuis très longtemps. Mais le 7 octobre dernier, la situation a pris un autre tournant lorsque le Hamas a mené une offensive surprise tout à fait inédite contre Israël. Juste après le début de cette guerre, les réactions se sont enchaînées. La Russie, actuellement en guerre avec l'Ukraine, a demandé, je cite, un cessez-le-feu immédiat. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président français, Emmanuel Macron, ont condamné avec la plus grande fermeté ce qu'il s'est passé au Proche-Orient. Dans l'après-midi suivant l'attaque, des bombardements intenses en plein cœur de la bande de Gaza ont eu lieu. La célèbre tour, la Palestine, a été, elle, détruite. Quelques heures plus tard, plusieurs tirs de roquettes avaient été tirés par le Hamas en direction de Tel Aviv, en Israël. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. À Paris, quelques jours après le début de la guerre, la tour Eiffel s'est éteinte en solidarité avec les victimes israéliennes. Il y a quelques semaines, l'armée israélienne avait annoncé avoir mené une opération ciblée en plein cœur de l'hôpital Al-Shifa à Gaza. L'armée israélienne qui accuse le Hamas d'en avoir fait un site militaire stratégique. Fin novembre,
plus d'un mois après le début du conflit israélo-palestinien et des combats très intenses, un accord de trêve accepté par Israël en échange d'une libération d'une cinquantaine d'otages israéliens et de plusieurs prisonniers palestiniens ont eu lieu. Une trêve qui a permis de libérer 110 otages. Mais le soulagement aura été de courte durée, puisqu'il a duré seulement 6 jours, avant que les bombardements ont repris vendredi 1er décembre à 7 heures, via un communiqué de Tsahal qui dit, je cite, avoir repris le combat contre l'organisation terroriste du Hamas dans la bande de Gaza. L'armée israélienne, qui a annoncé ce dimanche la mort de 152 soldats dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre, dont 5 soldats décédés ce week-end. Toujours ce week-end, plus de 200 Palestiniens sont morts lors d'une opération sol de Tsahal à Gaza. En ce lundi 25 décembre, le bilan au Proche-Orient est lourd. Depuis le 7 octobre dernier, il fait état de plus de 1200 morts côté israélien. Côté palestinien, ce sont 20 000 personnes qui ont perdu la vie, dont plus de 8 000 enfants. Toujours à l'étranger, cette année a été marquée par 2 coups d'État. Le premier cet été, le 26 juillet dernier au Niger, lorsque le président nigérien Mohamed Bazoum a été séquestré par des militaires de la garde présidentielle dans le palais et dirigé par Abdouramak Tiari. Quelques jours plus tard, le 30 juillet, plusieurs milliers de manifestants favorables à ce putsch se sont rassemblés devant l'ambassade de France à Niamey. Certains manifestants tentaient de rentrer dans l'ambassade avant d'être repoussés. Un mois plus tard, l'ambassadeur français au Niger, Sylvain Ité, a dû lui être évacué du pays. Quelques semaines plus tard, le 30 août dernier, c'est au Gabon où un second coup d'État a eu lieu. La situation était très tendue dans le pays. Quelques jours après la victoire aux élections présidentielles d'Ali Bongo, il a été démis de ses fonctions par les militaires qui parlent d'une victoire controversée du président. Brice Oligui Nguema a pris le pouvoir par la suite dans le pays. Une semaine plus tard, le 6 septembre, l'annonce a été faite que le président déchu Ali Bongo est libre de ses mouvements. Toute autre chose à présent, cette année 2023 est bel et bien l'année la plus chaude jamais enregistrée dans le monde. C'est ce qu'a annoncé le laboratoire européen Copernicus avec une moyenne des températures de 14,22 degrés, soit 0,32 degrés de plus que le précédent record en 2020. Le mois de novembre que nous venons de vivre a également été d'1,75 degré plus chaud comparé à la période de 1850 et 1900. Cet été, on s'en souvient, aux États-Unis, dans la vallée de la mort, il a fait très exactement 53,3 degrés, des températures complètement dingues. Il s'agit également du record de l'année. A l'inverse, ce sont les intempéries qui ont touché le monde, et notamment la France, et plus particulièrement le Nord, Pas-de-Calais. Le mois dernier, de fortes crues ont touché les fleuves de la Canchiane et l'A, le fleuve de l'A qui a battu un record du niveau de l'eau depuis 2002, et ce qui a causé notamment de fortes inondations dues à ces crues. Dans le département, le quotidien de milliers de personnes a été bouleversé. Plus de 6000 habitations ont été touchées, fort heureusement aucune victime n'est à déplorer. Le 14 novembre dernier, ce sont 205 communes qui ont été placées en état de catastrophe naturelle dans le département. Un fonds de 50 millions d'euros a été mis en place par l'État, mais également une aide de 380 € par foyer pour les habitations touchées. C'est ce qu'a annoncé la région Hauts-de-France. L'heure est désormais pour les habitants sur place à la reconstruction et au nettoyage. À l'étranger, à présent, dans la nuit du 5 au 6 février dernier, un séisme rarissime de 7,8 sur l'échelle de Richter a touché la Turquie et une partie de la Syrie, faisant un terrible bilan qui s'est alourdi au fil des heures et des jours. Le bilan désormais définitif est de 44 401 morts en Turquie et de 5 951 personnes décédées côté syrien, soit un bilan total de plus de 50 000 morts. Les dégâts sont considérables, avec des centaines de milliers d'habitations qui ont été détruites. D'après la Banque mondiale, le montant des dommages s'élèverait à plus de 100 milliards de dollars. Un appel aux dons a également été lancé juste après ce terrible drame. Quelques mois plus tard, c'est au tour du Maroc qui a été touché à nouveau par un
Géant tremblement de terre de 7,0 sur l'échelle de Richter dans la nuit du 8 au 9 septembre dernier. Des villages et de très nombreuses habitations ont été détruits. Le bilan est lui aussi grave, il fait état d'au moins 2960 morts et de 6125 blessés. Retour sur ce qui s'est passé et sur les images au moment du séisme grâce à ce reportage de l'édition spéciale du journal de 20h d'IA1 du 11 septembre dernier. Un séisme de magnitude de 7,0 sur l'échelle de Richter a frappé le pays et plus particulièrement le sud-ouest. À la suite de ceci, plusieurs villages ont été entièrement détruits. Des habitations se sont également effondrées. Certains témoins parlent même d'une bombe qui s'est abattue sur place. Le chef de l'État Emmanuel Macron qui a réagi sur le réseau social X en se disant bouleversé de ce séisme. Juste après ce tremblement de terre, plusieurs pays ont souhaité aider le Maroc. Il s'agit de la France, l'Algérie, l'Italie, la Turquie, le Royaume-Uni, l'Inde, les États-Unis, l'Israël, les Émirats arabes unis, la Belgique, l'Espagne, la Tunisie, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Serbie, la Jordanie ou encore l'Hongrie. Plusieurs répliques ont été enregistrées juste après le tremblement de terre. Retour en France à présent, le vendredi 13 octobre 2023, dans la matinée, au lycée Gambetta d'Arras, un professeur de français prénommé Dominique Bernard a tragiquement perdu la vie lors d'un attentat au sein de l'établissement scolaire. L'assaillant Mohamed Mogoshkov a par la suite été arrêté et mis en examen. Revenons sur ce drame qui a touché la France entière grâce à ce reportage. Vendredi 13 octobre dernier, une attaque terroriste est survenue au lycée Gambetta d'Arras, coûtant ainsi la vie au professeur de français Dominique Bernard, 57 ans. Un attentat qui a aussi fait 3 blessés. Le parquet antiterroriste s'est saisi de l'enquête. L'auteur de cet acte est lui fiché S depuis 2021. Il est également un ancien élève de l'établissement. Il s'appelle Mohamed Mogoshkov. Il a 20 ans et d'origine ingouche. Juste après ce drame, il a été interpellé et placé en garde à vue dans les locaux de la DGSI, la Direction générale de la sécurité intérieure, avant d'être mis en examen pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Après l'attaque terroriste, la France est passée en urgence attentat, le niveau le plus élevé du plan Vigipirate, ce niveau qui est à l'heure où je vous parle toujours activé. Le lundi suivant le décès de Dominique Bernard, une minute de silence avait été observée dans tous les établissements scolaires en hommage à l'enseignant de 57 ans. Quelques jours après le drame à Arras, c'est en plein cœur du centre-ville de Bruxelles, en Belgique, le 16 octobre dernier, qu'une attaque terroriste a fait 2 morts en plein cœur du centre-ville de la capitale belge. L'auteur de cet acte, Abdesalem Lasoued, a par la suite pris la fuite en scooter avant d'être retrouvé et abattu par les forces de l'ordre au petit matin. Le Premier ministre belge, Alexander De Croo, parle, lui, je cite, d'un attentat lâche. Quelques semaines après le drame à Arras et en Belgique, l'horreur est revenue en France, mais cette fois-ci dans la capitale parisienne, où une attaque au couteau et au marteau est survenue sur le célèbre pont Bir Hakeim, à quelques pas de la Tour Eiffel, et qui a fait 1 mort. Il s'agit d'un touriste allemand qui a été en visite à Paris et 2 autres blessés, dont la compagne de ce touriste. L'auteur fiché S a été par la suite immédiatement neutralisé à coups de taser par les forces de l'ordre sur place. Il a été placé en garde à vue et mis en examen. L'assaillant qui a prêté allégeance à l'État islamique dans une vidéo avait déjà été condamné à 4 ans de prison ferme pour un projet d'attentat à la défense en 2016. Il aurait eu des contacts avec plusieurs terroristes, dont Abdelkarmiche, auteur de la mort du père Hamel en 2016, mais également Larozi Abdellah, qui avait tué un policier et sa compagne en 2016 toujours, et des échanges sur les réseaux sociaux avec Abdullah Al-Zourov, qui avait décapité le professeur d'histoire géo Samuel Paty il y a 3 ans, en octobre 2020. Allez, à présent, une autre actualité qui a énormément marqué les Français. Il s'agit de la mort tragique par coup de couteau de Thomas, 16 ans, à Crépol, durant un bal dansant.
17 personnes ont également été blessées lors d'une altercation avec des jeunes qui n'étaient pas prévus à la fête. 9 personnes ont été arrêtées. Retour sur ce qui s'est passé dans ce reportage. Dans la nuit du 18 au 19 novembre dernier, lors d'un bal dansant dans la salle des fêtes de Crépol, dans la Drôme, une bagarre a démarré, impliquant des jeunes extérieurs venant du quartier de la Monnaie. Ils avaient un couteau qu'ils ont sorti. Lors de la bagarre, l'un des jeunes venant de ce quartier de la Monnaie, réputé pour être sensible, a porté un coup de couteau au thorax à Thomas, âgé de 16 ans, un garçon décrit, gentil et sans histoire. Il n'a par la suite pas survécu à ses blessures et est décédé durant son transfert à l'hôpital. En tout, 17 personnes ont été blessées. Quelques jours suivant le drame, 9 personnes ont été interpellées et mises en examen pour meurtre en bande organisée, tentative de meurtre et violence volontaire commises en réunion. 6 d'entre eux ont été incarcérés. Quant aux 3 autres jeunes, ils ont été placés sous contrôle judiciaire. Les obsèques de l'adolescent, grand amateur de rugby, ont eu lieu dans l'église Saint-Donat sur l'Herbès. Un hommage a par la suite été rendu au jeune adolescent. Le 10 février 2023, dans les alentours de 18h30-19h, un grave accident de la route causé par le comédien Pierre Palmade est survenu en Seine-et-Marne. 3 personnes ont été gravement blessées, dont une femme qui a perdu le bébé qu'elle portait. Le 17 février, quelques jours après le drame, le comédien de 55 ans qui était sous l'emprise de stupéfiants a par la suite été mis en examen avec assignation à résidence au sein d'un hôpital de la région parisienne pour homicide et blessures involontaire. Début juin, il a pu quitter l'hôpital et a vu son contrôle judiciaire allégé. Lors de son accident, Pierre Palmade était accompagné de 2 passagers qui ont été placés, eux, sous témoins assistés. Alors que les 2 dealers de l'humoriste ont été condamnés, l'un à 1 an de prison avec sursis, le second avec 1 an de prison ferme. Un procès devrait a priori avoir lieu en 2024. Le 27 juin dernier, Nahel, un adolescent de 17 ans, est décédé par un tir mortel d'un policier après un refus d'obtempérer à Nanterre, ce qui avait causé pendant près d'une semaine des émeutes historiques depuis plus de 20 ans dans le pays. Le policier auteur du tir, Florian M, a par la suite été mis en examen pour homicide volontaire avant d'être relâché sous contrôle judiciaire mi-novembre. La semaine dernière, un nouveau rapport de l'IGPN remet en question la version du policier. Je vous propose de faire un point sur l'enquête et sur les émeutes qui sont survenues en France dans ce reportage. Le mardi 27 juin dernier, dans la matinée à Nanterre, un adolescent de 17 ans, Naël, est mort d'un tir d'un policier à la suite d'un refus d'obtempérer. Florian M, auteur du tir à bout portant sur le jeune Naël, a par la suite été mis en examen pour homicide volontaire avant d'être libéré sous contrôle judiciaire mi-novembre. Il est rentré. Oh putain. Oh putain. Chaud. Ils ont tiré, wesh. Il est mort, wesh. C'est fini. Et c'est fini pour lui. Une actualité qui a également causé une semaine d'émeutes intenses dans le pays fin juin, avec des voitures, des écoles, des poubelles ou encore des mairies qui ont été brûlées, des pétards ou encore de violents affrontements avec les forces de l'ordre ont eu lieu dans les quartiers sensibles de France, dont Nanterre,
lieu de commencement. Des marches blanches ont également été organisées à Nanterre par la mère de Naël. La semaine dernière, un rapport de l'IGPN, la police des polices, a été publié, remettant en cause la version du policier. Un rapport qui conclut que la Mercedes, jaune conduite par Naël, n'a pas dérivé vers le policier lorsque l'adolescent a pris la fuite. Des témoins qui ont assisté à la scène ont affirmé que le policier Florian M aurait donné plusieurs coups de crosse sur Naël. Le policier avait affirmé n'avoir porté aucun coup sur Naël, mais d'avoir donné un coup au pare-brise du véhicule pour attirer son attention. La mère de Naël, Mounia, avait affirmé lors d'une audition qu'elle avait trouvé son fils qui est décédé défiguré. Souvenez-vous, le 8 juillet dernier, un enfant âgé de seulement 2 ans, Émile, a disparu sans laisser aucune trace dans le jardin de ses grands-parents dans la commune du Haut-Vernay, dans les Alpes de Haute-Provence. Plus de 6 mois après sa disparition, le petit garçon reste toujours introuvable, malgré le fait qu'une centaine de gendarmes et de bénévoles ont ratissé le secteur pour essayer de trouver la moindre trace de l'enfant. À la suite de cette disparition, une enquête préliminaire a été ouverte avant d'être élargie fin août en enlèvement et séquestration. Le jour de sa disparition, 2 personnes ont dit avoir aperçu l'enfant. Le 12 septembre, de nouvelles fouilles sous une dalle en béton ont eu lieu dans une maison de la commune du Haut-Vernay, après qu'une anomalie avait été détectée, mais toujours aucune trace d'Émile. Quelques jours plus tard, le 19 septembre, un plan d'eau a été fouillé, mais ça n'a également rien donné. Alors qu'il est une trentaine de perquisitions ont été effectuées dans ce petit village d'une centaine d'habitants où tout le monde se connaît, mais le petit garçon reste toujours introuvable. Autre disparition inquiétante qui a marqué la France, celle de Lina, 15 ans, qui a disparu le 23 septembre dernier dans la matinée à Sainte-Blaise-la-Broche, dans le Bas-Rhin, lorsqu'elle devait monter dans un train en direction de Strasbourg pour rendre visite à son petit ami Tao, un train qu'elle n'a jamais pris. Le téléphone de l'adolescente a par la suite cessé de borner. Plusieurs battues, des perquisitions, des vérifications ont eu lieu, mais aucune trace de la jeune fille. Le 1er octobre, le parquet de Strasbourg a ouvert une information judiciaire contre X pour enlèvement et séquestration, non suivie d'une libération volontaire de plus de 7 jours. 4 mois après sa disparition, Lina reste toujours introuvable. Lucas, Lindsay, Nicolas ont bouleversé les Français. Ils se sont tous donné la mort cette année après avoir été victimes d'harcèlement scolaire. On estime que plus de 800 000 enfants en sont la cible et que 1 à 2 élèves se suicident chaque mois dans le pays. Début novembre, le gouvernement a envoyé 3 versions différentes d'un questionnaire à l'ensemble des établissements pour savoir si un élève en est victime. Si vous êtes la cible de ce fléau horrible qu'est l'harcèlement scolaire, n'hésitez pas à en parler à un adulte ou à un proche. Et sachez également que vous pouvez composer le 30-20 pour signaler une situation d'harcèlement. N'hésitez surtout pas à en parler car c'est si important. Dans l'actualité de 2023, le cri d'alerte du président des Restos du Cœur, Patrice Doué, qui a annoncé au journal de 13h d'Anne-Claire Coudray sur TF1 en septembre dernier qu'en raison de problèmes financiers dû à un afflux de bénéficiaires, notamment dû à l'inflation, que les Restos du Cœur pourraient mettre la clé sur la porte d'ici 3 ans. Ce sont les mots du président et que 150 000 personnes pourraient ne plus bénéficier de l'association créée par Coluche en 1985. En 2022 et 2023, plus d'1 300 000 personnes ont bénéficié de cet accueil et 171 millions de repas ont été distribués. À la suite de cette annonce, la famille de Bernard Arnault a annoncé faire un don de 10 millions d'euros. Le gouvernement a lui annoncé une aide de 15 millions d'euros. Et si vous aussi vous souhaitez aider les Restos du Cœur, vous pouvez faire un don en vous rendant sur le site internet restoducoeur.org, également par SMS en donnant 5 € en envoyant don DON au 9 24 24 ou en espèces dans un entrepôt de collecte le plus proche de chez vous, car n'oubliez pas, on compte plus que jamais sur vous. On en a beaucoup parlé ces derniers temps, la psychose des punaises de lit est de retour après que de nombreux lieux publics ont été touchés comme les cinémas, les hôtels
ou encore les transports en commun comme nous le montrent ces images. Cet été, donc, l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, ont publié un rapport sur les punaises de lit dans lequel ils disent que plus d'un Français sur 10 serait infesté par ces nuisibles qui nous piquent, soit 11% des foyers. Mais ceci n'a aucun rapport avec la propreté de votre domicile, mais que c'est notamment à cause du fait que vous laissez vos affaires dans un endroit déjà infecté, sans le savoir bien entendu. Pour vous en débarrasser, vous pouvez notamment aspirer ou utiliser un appareil qui chauffe à haute intensité pour les tuer ou sinon faire appel à un exterminateur. Après le décès de sa mère, la reine Elisabeth II, en septembre 2022, le prince Charles est devenu officiellement le nouveau roi d'Angleterre sous le nom de Charles III. Samedi 6 mai 2023 a eu lieu son couronnement tant attendu depuis l'abbaye de Westminster à Londres. Retour sur la cérémonie du 66e roi d'Angleterre depuis Eyston en 927 grâce à ce reportage. 8 mois après le décès de sa mère, la reine Elisabeth II, Charles, Philippe, Arthur, George devient ainsi officiellement Charles III, le nouveau roi d'Angleterre et de 14 pays du Commonwealth. Il a été couronné le samedi 6 mai dernier depuis l'abbaye de Westminster à Londres et devient ainsi le 66e roi d'Angleterre depuis l'an 627. Une journée tout à fait historique qui a commencé à 11h20 lorsque le roi et sa femme, la reine Camélia, ont quitté en carrosse royale le palais de Buckingham, direction ainsi, en saluant le public présent sur place, Westminster, lieu du couronnement. Une cérémonie qui, comme convenu, a démarré à midi, lors de l'arrivée du roi et de sa femme. Après leur arrivée, le roi Charles a prêté serment. Puis, la cérémonie a pu démarrer. À 13h, le roi Charles a officiellement été couronné après que l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, a posé sur la tête du roi la célèbre couronne de Saint-Édouard, vieille de plusieurs siècles et connue notamment pour les cérémonies de couronnement. Puis après Charles III, c'est au tour de la reine Camélia d'être couronnée. Sur sa tête, la couronne de la reine Marie. Dès 13h, le roi et la reine ont officiellement été couronnés et quittent ainsi à 13h50 l'abbaye de Westminster, toujours en carrosse royale, sur l'hymne national God Save the King. Après leur arrivée à nouveau au palais de Buckingham, l'heure est venue au célèbre moment où la famille royale se réunit sur le balcon du palais pour saluer la foule venue assister à l'événement. Un plat qui a été servi a fait beaucoup parler de lui. Il s'agit de la quiche végétarienne qui a été servie et qui a été choisie par le roi, un remake de la quiche lorraine, si connue en France. Lundi 8 mai, suivant le couronnement du roi, des photos officielles de lui et de sa femme ont été publiées. Charles III devient ainsi le nouveau roi d'Angleterre et de 14 pays du Commonwealth. Quelques mois après son couronnement, le roi Charles III a entamé une visite d'État de 3 jours en France en septembre dernier, après le report de cette visite en début d'année en raison des rassemblements contre la réforme des retraites. Retour sur la visite du roi So British grâce à cet extrait du journal de 20h d'hier. Ils ont été accueillis par la première ministre Elisabeth Borne. Par la suite, une cérémonie militaire a été organisée sur les Champs-Élysées en compagnie du président français Emmanuel Macron et de la première dame, le roi et la reine qui ont également participé au ravivage de la flamme du soldat inconnu avant de descendre les Champs-Élysées en saluant la foule qui se sont rendus sur place. Un entretien bilatéral a également eu lieu entre le chef de l'État et le souverain. Et juste après son discours au Sénat, Charles III et sa femme, la reine Camélia, se sont rendus à Saint-Denis à la visite d'associations sportives en compagnie de Brigitte Macron. Il a par la suite rencontré le président et les joueurs du PSG, le roi
qui s'est vu offert un maillot de l'équipe parisienne avant de se rendre en compagnie d'Emmanuel Macron devant le chantier de la cathédrale Notre-Dame de Paris, où il a salué les pompiers qui se sont battus contre les flammes qui a touché le monument parisien en avril 2019. Le couple royal s'est rendu par la suite en début d'après-midi au palais de l'Élysée pour un entretien informel avec le chef de l'État et la première dame, avec les meilleurs moments de cette journée royale. Et à demain sur IA. Autre visite en France, celle du pape François à Marseille, une première depuis plus de 5 siècles qu'un pape se rend dans la cité phocéenne. Depuis Clément VII en 1533, le souverain pontife qui a célébré une messe depuis le stade Vélodrome devant plus de 62 000 fidèles et des millions de téléspectateurs à travers leur écran. Retour sur la visite du pape François grâce à ce reportage diffusé dans l'édition spéciale du journal de 20h d'IA1 le 25 septembre dernier. C'est le pape qui s'est rendu lui à Marseille dans le sud-ouest du pays. Lors de son arrivée, le souverain est accueilli par la première ministre Elisabeth Borne depuis l'aéroport de Marignane après avoir échangé quelques mots avec la première ministre. Le pape s'est vu offert un document sur la transition écologique. En début de soirée, le souverain pontife s'est rendu au bord de la mer Méditerranée où il a rendu un hommage aux migrants qui chaque année ne parviennent pas à atterrir en Europe et qui perdent la vie. Samedi matin, tôt dans la matinée, il se rend à la rencontre des personnes en situation de précarité avant un entretien avec le chef de l'État depuis le palais Pharaon. Dans les alentours de 15h, le pape a commencé à déambuler dans les rues de Marseille en compagnie de sa papamobile pour se rendre au stade Vélodrome. Durant le chemin, le pape François en a profité pour saluer la foule dans les rues de Marseille, mais également pour bénir les personnes sur place. Avant la messe tant attendue qui s'est tenue dans le stade marseillais devant plus de 62 000 croyants ou non-croyants, le chef de l'État était également présent dans la tribune présidentielle du stade. Durant cette messe, le pape a tenu à avoir une pensée pour les personnes qui sont dans le besoin, comme les malades ou les personnes âgées. Juste après la fin de la cérémonie, le souverain a échangé quelques mots avec le président avant de prendre la direction de l'aéroport, toujours accompagné par le chef de l'État et sa femme Brigitte Macron. Un autre grand événement qui a eu lieu en France cette année, c'est la Coupe du Monde de rugby avec une cérémonie d'ouverture suivie par plus de 10 millions de téléspectateurs et une finale remportée pour la 4e fois, dont la 2e fois consécutive par l'Afrique du Sud, 11-12. L'Afrique du Sud qui a affronté la Nouvelle-Zélande, le 15 de France qui eux ont fait un très beau parcours jusqu'en quart de finale. Un grand bravo à eux. Prochain rendez-vous pour les Bleus de Fabien Galtier, c'est le tournoi Destination en février prochain et on leur souhaite bien entendu bonne chance. Une autre compétition sportive a eu lieu cette année, mais cette fois-ci en foot, c'est la Coupe du Monde féminine. Elle s'est déroulée en Australie et en Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août. Une finale remportée par l'Espagne qui a affronté l'Australie 1-0. Lors de la remise des médailles, un scandale a éclaté lorsque le président de la Fédération espagnole de foot, Luis Rubial, a donné un baiser forcé à Jenny Hermoso, joueuse espagnole. Lors de la remise des médailles, il a par la suite été suspendu par la FIFA avec une interdiction d'activité liée au foot pendant 3 ans. Il avait annoncé faire appel de cette décision. Quant à nos Bleus, elles ont fait un très beau parcours jusqu'en quart de finale pendant le mondial. Un grand bravo également à eux. Autre scandale dans le milieu du foot, mais cette fois-ci en France, avec l'ouverture d'une enquête pour harcèlement moral et sexuel à l'encontre du président de la Fédération française de foot, Noël Le Graët, pour outrage sexiste à la rencontre de Sonia Swede, agence de joueurs. Noël Le Graët qui était également au cœur de plusieurs polémiques, et notamment celle-ci, après avoir tenu des propos contre Zinedine Zidane, suite à ce que le champion du monde aurait été approché pour prendre la tête de l'équipe nationale du Brésil. Je cite les propos de Noël Le Graët. « Zidane au Brésil, j'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut. » Fin de citation. Le 11 janvier, il a été mis en retrait avant de démissionner un mois plus tard, le 28 février. Après un record de
145 sélections, une Coupe du Monde, le vice-champion du monde 2022, Hugo Lloris a décidé de prendre sa retraite internationale avec l'équipe de France. Hugo Lloris qui a passé 14 ans depuis 2008 en tant que gardien au sein des Bleus. En 2010, il devient seulement 23 ans capitaine de l'équipe de France. Quelques jours après cette annonce, c'est au tour de Steve Mandanda, lui aussi gardien avec les Bleus et qui a commencé comme Hugo Lloris en 2008, d'annoncer sa retraite internationale avec l'équipe de France de foot après 35 sélections. Dernière actualité qui a à peu près marqué les Français cette année, on était obligé d'y revenir, c'est la victoire historique de l'équipe de France face à Gibraltar, 14-0. Le précédent record daté de septembre 1996 face à l'Azerbaïdjan, 10-0. Ce 18 novembre dernier, c'était donc au stade Allianza Riviera de Nice. L'équipe de France l'a remporté face à un but de Marcus Thuram, Jonathan Klaus, Youssouf Fofana, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé, Kingsley Coman et Olivier Giroud ont marqué 2 buts, Kylian Mbappé 3. En début du match, Ethan Santos, joueur de l'équipe adverse, a marqué lui un but contre son camp. Et pour finir, un but de Wayer Mzeri à la 16e minute, qui a seulement 17 ans, vient tout juste de faire son arrivée avec les Bleus. Et on lui souhaite bien entendu une belle carrière et le meilleur qui puisse lui arriver. Et voilà, on a fait le tour des actualités qui ont marqué les Français en cette année 2023. Entre la réforme des retraites, la guerre entre Israël et le Hamas, la mort de Naël et les émeutes, et également la mort de Thomas, 16 ans, à Crépol il y a quelques semaines. 2023 aura été une année vraiment riche en actualité. Je vous remercie infiniment.